Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci de regarder cette vidéo. Cette vidéo fait partie de ma playlist tutoriel vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne qui sera exclusivement consacrée à des tutoriels dans des thématiques en data science et dans la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire la dimension d'un ensemble de données, d'un grand ensemble de données, par la technique d'analyse en composantes principales. Alors, en tant que data scientist ou data analyst, vous serez forcément amené à travailler avec de grands ensembles de données possédant des centaines, voire des millions de variables. Ce genre de données type Big Data se retrouve facilement dans tous les domaines, comme la santé, l'ingénierie, la finance, le web, etc. Les ensembles de données à grande dimension posent majoritairement les défis que sont. Le premier défi concerne le problème de stockage et des ressources de calcul très coûteux en termes d'analyse. Imaginez que vous avez eu un jeu de données qui fait 1 million de variables. D'accord? Donc, ça peut poser un problème de stockage si vous travaillez en local sur votre ordinateur et l'exécution de vos algorithmes peut être très lente. Donc, ça va consommer beaucoup de ressources de calcul sur votre ordinateur. Le second problème majoritaire, c'est le problème de surapprentissage dans des tâches de modélisation lorsqu'on travaille avec ce genre de données. Et nous avons aussi le fait que certains algorithmes très utilisés en machine learning ne peuvent pas traiter ce genre de données. Et l'un des problèmes majeurs aussi, pour finir, c'est la corrélation entre différentes variables qui peut vous créer ce qu'on appelle problème de multicollinéarité. Et ça, c'est vraiment dangereux pour les modèles de machine learning. Alors, que faire pour traiter et analyser les ensembles de données à grande dimension? On fait appel aux techniques de réduction de dimensionnalité. Il en existe plusieurs, parmi lesquelles la plus populaire est l'analyse en composantes principales ACP. À travers ce tuto, je vous montrerai comment implémenter simplement l'ACP dans Python pour réduire la dimension d'un ensemble de données. Passons maintenant, nous allons voir les librairies. Quelles sont les librairies que nous allons utiliser pour notre étude? Pour commencer, vous savez, les librairies standards qu'on utilise en data science, nous avons Pandas, donc import Pandas as PD. Nous avons NumPy, ça c'est les standards, as NP. Nous allons importer la fonction Python R de stats pour calculer le coefficient de corrélation. Donc, from scipy.stats import Python R. Ensuite, nous allons aussi importer le module pyplot de matplotlib pour faire des visualisations. Attention, ici c'est stats from import matplotlib.pyplot as plt. Nous allons aussi importer naturellement la fonction PCA et ça se trouve dans le module décomposition de sklearn. Ce module qui permet de faire du machine learning dans Python. Import PCA, ça s'écrit en lettres majuscules. Nous aurions peut-être besoin de la fonction standard scalaire pour standardiser les données. Preprocessing. Import standard scalaire.
D'accord? Donc, voici un peu les fonctionnalités dont nous aurons besoin pour faire notre projet. Et je vais commencer par vous initier à l'ACP. Sachez que sur cette thématique d'ACP, il y aura plusieurs vidéos. Celle-ci est la première. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. D'accord? La chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos très intéressantes sur la programmation en Python, sur certains autres tutoriels. Et surtout, pour pouvoir suivre chaque vendredi, je vais poster à 10 heures une vidéo tutoriel. Donc, exécutons cette cellule. Donc, nous exécutons la cellule. Vous aurez remarqué que je travaille sur Google Colab parce que c'est plus simple, c'est rapide. Donc, exercice d'initiation à l'ACP. Ici, on dispose d'un jeu de données de mesure sur des grains de maïs. D'accord? Donc, largeur et longueur. Nous allons commencer par importer les données. Vous allez retrouver le lien pour télécharger toutes les données que nous allons utiliser dans la description de la vidéo. Ce sera des liens de mon GitHub. Donc, nous allons d'abord créer une variable de stockage du chemin des données. Donc, les données se trouvent dans mon Drive, donc j'irai les chercher. Avant cela, il faudra que je connecte mon notebook à mon Drive. Et pour ce faire, c'est très simple, je vais vous écrire le code. Donc, from, ou c'est plutôt import, je pense que c'est from google.colab, d'accord, import drive, comme ceci, et après il faut faire le mount, donc drive.mount, drive, ou content, je sais plus, content, drive, comme ça je pense, voilà. Donc là, j'exécute, j'espère que ça va marcher, super. Donc, il faut que je donne l'autorisation à Google de se connecter à mon Drive. Donc, je clique là, sur le bleu, je choisis mon compte sur lequel je travaille. Il faut avoir un compte Gmail pour utiliser Colab. Donc, je vais autoriser, d'accord? Je copie le code d'autorisation, je peux fermer ça, et je viens coller ici, et je fais Enter. Donc, c'est très simple. Et là, il va se connecter à mon Drive. Je pourrai aller chercher mes données. Donc, là, je vais me connecter maintenant à mon Drive. Je clique ici. Drive. My Drive. D'accord? Donc, je fais My Drive comme ça. Il se charge. Alors, ça doit être, j'ai mis ça dans un dossier. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien GitHub pour avoir les données. Donc, vous n'aurez même pas besoin de les télécharger pour travailler sur un notebook. Il suffit de copier le lien. Donc, moi, je vais chercher ici. Alors, je cherche mes fichiers. Je les ai mis dans tutoriel, je pense. Tutoriel, ACP. Et c'est ce jeu de données. Donc, je clique sur les trois points là. Je fais copier le chemin d'accès. D'accord? Copier le chemin d'accès. Et là, je peux fermer. Je viens ici et je colle. D'accord? Donc, voilà le chemin d'accès de mes données. Et je vais créer maintenant la variable grain.df et lire en tant que data frame, donc pd_root csv, puisque c'est un fichier CSV, donc grain file. D'accord? Le fichier n'a pas d'entête, donc header égale à null. Et moi, je vais mettre des noms explicitement, donc largeur, longueur. Largeur et longueur. Attention, on griffe. D'accord? Largeur, longueur. Là, c'est bon. Et je peux afficher
grain DF. On va voir ce que ça donne. Super. Donc, vous voyez, j'ai mon jeu de données de mesure des grains de maïs qui comporte deux variables, la largeur et la longueur. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est d'afficher les informations sur notre data frame. Donc, graindf.info. Donc, c'est une data frame à 210 observations. D'accord? Nous avons deux variables. Apparemment, il n'y a pas de valeur manquante et les données sont des valeurs décimales. D'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de calculer le coefficient de corrélation de Pearson de ces deux variables-là. Donc, nous allons d'abord transformer notre data frame en un tableau NumPy à partir de un tableau NumPy à deux dimensions. Donc, je vais nommer une variable grain array qui est égal à grain df, tout simplement l'attribut values, d'accord? Je vais attribuer pour le premier vecteur L pour dire la largeur, donc ça va faire grain array. Je sélectionne toutes les observations et la première colonne parce que la largeur, voilà, la largeur est dans la première colonne. Et la longueur, ce sera pareil, mais c'est la deuxième colonne. Donc, longueur égale ça, je change le 0 en 1. Donc, voilà. Et le coefficient de corrélation, pour le calculer, c'est très simple. Donc, coef_k. Il faut savoir que la fonction Pearson R retourne le coefficient de corrélation ainsi que la p-valeur. Donc, il faut que je nomme deux variables. Donc, Pearson R entre largeur et longueur. D'accord? Et là, je peux afficher coef_k. Donc, je fais print. Print coef_k et p-value. Alors, regardez, le coefficient de corrélation entre la longueur et la largeur est de 0,86 pour une p-valeur de 8 exposant moins 63. Donc, c'est significatif. On voit qu'il existe une forte corrélation positive et statistiquement significative entre la largeur et la longueur des grains. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que nous arrivions à décorréler ces variables-là. Et pour ce faire, nous allons appliquer la technique de l'analyse en composantes principales qui a double avantage dans ce cas. Donc, elle va nous permettre de décorréler nos variables. Donc, on n'aura plus de problème de multicollinéarité. Et elle va nous permettre de réduire la dimension de notre jeu de données. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord quand même visualiser un nuage de points pour confirmer la corrélation de nos variables. Donc, pt scatter entre donc je mets la largeur en abscisse et la longueur en ordonnée. Et je peux aussi, ce qui est très bien de faire, c'est de mettre des titres à vos as. Donc ici, c'est largeur des grains. D'accord? Et en ordonnée, PTY label. En ordonnée, c'est longueur des grains. Donc, je vais lentement pour que vous puissiez suivre. Et là, PT, j'affiche le graphique. Donc, vous voyez le nuage de points entre la longueur et la largeur nous montre vraiment qu'il y a une forte corrélation entre ces deux variables-là. Donc, une corrélation positive. Alors, appliquons l'ACP. Pour appliquer l'ACP, c'est très simple. On crée une variable, donc un modèle ACP. On va créer une instance de la classe PCA, tout simplement, avec les paramètres par défaut. Par défaut, sachez que le nombre de composantes que prend la fonction PCA,
c'est le nombre de variables originelles. Donc ici, nous en avons deux. Donc, il va prendre deux composantes. Il va travailler avec deux composantes. Il va nous générer deux composantes principales. D'accord? Donc, normalement, c'est l'argument nComponents. Mais on va le garder par défaut. D'accord? Par défaut, il est égal à 2 ici. Et nous allons l'appliquer à notre jeu de données. Donc, on va faire grain ACP. Bon, nous pouvions standardiser, mais ici, vu que les données sont quand même dans le même ordre de grandeur, nous allons sauter l'étape de standardisation, mais il est toujours bien de standardiser quand on veut faire de l'ACP. Dans le modèle ACP.fit transform. Donc, .fit transform, il y a deux méthodes qui sont jointes en même temps. Il y a la méthode fit, donc nous entraînons le modèle avec nos données et nous transformons en même temps les données. D'accord? Donc, grain array. D'accord? Et affichons le résultat. Vous voyez, c'est un tableau, un tableau non pas. Vous voyez, nous sommes passés de, voilà, nous avons les deux variables, d'accord? Et maintenant, nous n'avons plus les variables originelles largeur, longueur, mais nous avons une première composante principale et une deuxième composante principale, d'accord? Donc, on peut s'amuser à afficher les composantes. Donc, on va dire comp1, d'accord? C'est sélectionner qu'un ACP, c'est la première colonne, d'accord? Comp2, donc ça sera la deuxième composante principale, donc en deuxième colonne. Et ce que nous allons faire, nous allons recalculer le coefficient de corrélation entre ces deux composantes. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est copier la formule ici. Donc pas besoin de... Donc je prends les deux comme ça. Donc, je peux dire ACP, ou bien comp, pour dire c'est pour les composantes principales. Donc, comp. Et ici, c'est entre les composantes principales. Donc, comp 1 et comp 2. D'accord? Et là aussi, je change comp et p-value comp. D'accord. Regardez maintenant. J'ai un coefficient de corrélation de 2,54 exposant moins 17. D'accord? Donc, il n'y a pas de corrélation entre les composantes principales. Il n'y a pas de corrélation linéaire entre les deux composantes principales. L'ACP a transformé les variables corrélées de notre jeu de données en un nouvel ensemble de variables non corrélées. D'accord? Et ce que nous pouvons chercher à savoir, c'est la variance expliquée par chacune des deux composantes principales. D'accord? Mais avant cela, nous allons d'abord visualiser le nuage de points d'abord entre les composantes principales. Donc, on fait de même, il suffit de copier ce code-là rapidement. D'accord? On va visualiser le nuage de points. Voilà. Entre plutôt comp 1 et comp 2. D'accord? Donc ici, je vais mettre composante 1 et ici
composante de. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus de corrélation entre les deux composantes principales. Sinon, la corrélation elle est très faible, voire inexistante. D'accord? Donc, l'ACP a transformé les variables originelles corrélées en un nouvel ensemble de variables qu'on appelle composantes principales qui sont non corrélées. D'accord? Alors, nous allons voir quelques attributs du résultat de notre modèle ACP pour analyser un peu ce résultat, justement. Donc, la première chose, c'est quelle est la quantité de variance expliquée par chaque composante. Donc, en fait, chaque composante explique quelle information, quelle quantité d'informations de notre jeu de données. Donc, ici, ça se trouve dans l'attribut explain variance, tout simplement. D'accord, j'exécute. Nous voyons les variances. Donc, la première composante explique 0,31, la deuxième 0,002. D'accord? Donc, en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est ce qui est intéressant quand même. Modèle ACP et c'est explain variance ratio cette fois-ci. D'accord? Donc, en termes de pourcentage, la première composante explique 93%, un peu plus de 93%. Et la deuxième composante, elle est plutôt anecdotique ici, puisqu'elle n'explique pratiquement rien. D'accord? Donc, cela déjà nous donne une idée de la dimension intrinsèque de notre jeu de données. Donc, ça veut dire que nous pouvons réduire notre jeu de données en passant de deux variables à une seule variable. D'accord? Alors, ici, c'est pour voir le pourcentage de variance qu'on peut expliquer en utilisant un certain nombre de composantes. Donc, c'est la variance cumulée en fait. D'accord? Donc, je vais vous mettre tous les attributs. Comme ça, quand vous faites une ACP, vous allez pouvoir tirer les conclusions. Et comme... D'accord? Cumuler. Attention. C'est une méthode, donc, point. Donc, variance cumulée. Donc, la première composante 93%, les deux premières composantes 1, donc 100%. D'accord? Alors, pour retrouver le nombre de composantes principales, au début, je vous disais, l'ACP, par défaut, il prend le nombre de variables originelles. Donc, nous allons pouvoir quand même le retrouver. Donc, en faisant un modèle ACP.n components. Donc, tout ça, ce sont des attributs de résultats du modèle. Donc, deux composantes, effectivement. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de visualiser. D'accord? C'est de visualiser nos résultats. Ici, on va construire un graphique à bande. Donc, alors, on va mettre en abscisse, c'est le nombre de composants. Donc, 0, 1, 2. Donc, on va faire range. D'accord? Range de modèle ACP and components. Donc, je pouvais tout juste mettre range 2, hein, mais vu que j'aime bien automatiser mes codes, donc si je travaillais avec un autre jeu de données, je peux utiliser ce code et travailler directement. Donc, c'est pour ça il faut nommer, il faut mettre vos résultats dans des variables. Donc, modèle ACP. Ici, on va mettre le pourcentage de variance expliquée. Donc, le explain ratio. D'accord? Alors, il faut naturellement nommer nos as. Donc, ici, c'est composante principale. Et en ordonnée, on a pourcentage de variance expliquée. D'accord? Donc, le pourcentage de variance expliquée, attention, c'est Y label. Et par contre, ce qui est bien de faire, c'est d'afficher ça. Donc, je copie ça ici. Et je viens coller là. D'accord? PLT show.
Attention, peut-être chaud, il y a une erreur. Ah oui, il manque une parenthèse ici. Vous voyez? En exécutant, nous voyons bien que la première composante explique la majorité de l'information qui se retrouve dans notre donnée et la deuxième composante, elle est carrément anecdotique. Elle ne sert à rien. Donc, attribut pour retrouver les composants principaux maintenant, c'est-à-dire leurs coordonnées. Donc, modèle ACP.component. Donc, ici, vous voyez, on peut écrire chaque composante comme une combinaison linéaire de nos variables originelles. Dans la première composante, c'est 0,6 et 0,63 fois la largeur plus 0,76 fois la longueur. Et la deuxième composante, c'est moins 0,76 fois la largeur plus 0,63 fois la longueur. Donc, chaque composante, retenez que chaque composante principale s'écrit comme combinaison linéaire, d'accord, des variables originelles. Parfois, cela peut aider à l'interprétation des composantes principales. Parce que ce qui est difficile dans la technique d'ACP, c'est l'interprétation après des composantes principales. Mais si votre objectif est de juste réduire la dimension de votre jeu de données, parfois, bon, l'interprétation importe peu, quoi. Donc, voilà cet exercice d'initiation à l'ACP. La prochaine fois, nous verrons l'ACP dans un pipeline, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont nous permettre d'implémenter la technique d'ACP, nous allons le mettre dans une fonction pipeline, d'accord? Donc, un pipeline, c'est un objet Python qui regroupe plusieurs étapes. Donc, nous n'aurions plus besoin de faire des calculs ou bien des étapes intermédiaires. Nous allons tous les regrouper dans un autre objet. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo de cette série-là et je vous montrerai comment implémenter l'ACP dans un objet pipeline. Merci et à bientôt.